En 1901, des sociétés comme Dow et Monsanto ont déjà introduit toute une série de produits chimiques dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. On a découvert des conservateurs comme le formaldéhyde qu'on sait désormais synthétiser. Et il y a le sulfate de cuivre, un sel métallique qu'on utilise pour donner une belle couleur verte aux légumes en conserve. Le sulfate de cuivre a été utilisé pendant très longtemps, notamment pour les petits pois et les cornichons. Quand on voulait donner à un produit l'apparence de la fraîcheur, on y ajoutait du sulfate de cuivre. Au cours du 19e siècle, un nombre croissant d'Américains avaient quitté leurs fermes. Ils vivaient désormais en ville et ils avaient perdu ce lien intime avec leur nourriture. À la fin du 19e siècle, les États-Unis entrent de plein pied dans la seconde révolution industrielle. La maîtrise de l'électricité transforme le paysage industriel et favorise le développement des aciéries, de l'extraction du charbon, des transports et des télécommunications. Ce bouleversement économique touche tous les domaines du quotidien, y compris le régime alimentaire de la population. Des millions de ruraux quittent les campagnes pour grossir les rangs des ouvriers dans les usines. La population des villes explose. Il faut nourrir les citadins et l'industrie agroalimentaire connaît un essor fulgurant. La chimie alimentaire est alors un domaine tout récent. Et l'étude de Harvey Wiley survient au moment où les habitudes alimentaires des Américains sont en pleine mutation. À la fin du 19e siècle, les États-Unis entrent de plein pied dans la seconde révolution industrielle. La maîtrise de l'électricité transforme le paysage industriel et favorise le développement des aciéries, de l'extraction du charbon, des transports et des télécommunications. Ce bouleversement économique touche tous les domaines du quotidien, y compris le régime alimentaire de la population. Des millions de ruraux quittent les campagnes pour grossir les rangs des ouvriers dans les usines. La population des villes explose. Il faut nourrir les citadins et l'industrie agroalimentaire connaît un essor fulgurant. Sur le plan purement économique, la nouveauté, c'est l'apparition de grandes firmes comme Pillsbury, Heinz, Campbell's, Nabisco. C'est à cette époque que naissent les géants de l'industrie agroalimentaire. L'industrialisation amène la concentration de l'activité. Les villes du Middle West deviennent des centres majeurs de transformation du blé, du maïs et du bétail. En 1890, plus de 9 millions de têtes de bétail transitent déjà chaque année par les abattoirs de Chicago. En 1878, Harvey Wiley prend un congé sabbatique et part pour l'Europe. Il y découvre les excès des apprentis sorciers de la chimie alimentaire et les mesures prises pour réguler l'industrie agroalimentaire. Dès 1868, la Grande-Bretagne a légiféré en la matière pour limiter l'usage d'additifs toxiques dans l'alimentation. Quelques années plus tôt, à Bradford, des bonbons contenant de l'arsenic avaient causé la mort de 21 personnes et plus de 200 autres étaient tombés malades, ce qui avait provoqué un vaste scandale. En France, des chimistes ont démontré la toxicité de l'acide salicylique et on interdira dès 1881 son utilisation dans le vin. L'Allemagne bannit également les additifs chimiques dans la fabrication de la bière. Par contre, de l'autre côté de l'Atlantique, l'alimentation est gorgée de produits chimiques. Les États-Unis étaient la seule puissance industrialisée à ne pas avoir de réglementation en matière de sécurité alimentaire. D'ailleurs, de nombreux pays européens limitaient l'importation de produits alimentaires américains parce qu'on doutait fortement de leur qualité. Les grands industriels, pour certains véreux, qui dominaient le secteur, avaient en horreur l'idée d'une quelconque réglementation. Il n'est pas question que le gouvernement me dicte quoi que ce soit. Il n'a pas le droit d'interférer dans mes affaires. La publicité mensongère était la norme. Il n'y avait aucune réglementation dans ce domaine et personne ne songeait à remettre ce système en question. Dans la loi du marché capitaliste, c'était à l'acheteur d'être vigilant. Le consommateur n'était pas du tout protégé.
Les industriels distribuaient beaucoup d'argent à des membres soigneusement choisis du gouvernement pour s'assurer que rien ne changerait. La corruptibilité du pouvoir politique aggravait donc encore la situation. En 1909, Wiley est de plus en plus isolé au sein du ministère de l'Agriculture. Mais enhardi par le soutien populaire, il continue de sévir contre les industriels qui violent la loi. Malgré les restrictions budgétaires imposées par Peter Wilson, il poursuit l'analyse d'une quantité de produits, et notamment les boissons gazeuses prétendument médicinales, qui jouissent déjà d'une immense popularité. Au cours de ces analyses, il identifie un nombre incroyable d'additifs, tels que la cocaïne, l'acide benzoïque et la saccharine. Mais ce qui le préoccupe le plus, c'est la quantité de caféine que contiennent la plupart de ces boissons. Les taux sont si dangereux qu'il en fait retirer plusieurs du commerce. Il s'intéresse de près à la plus connue de ces marques et l'un des géants de l'industrie alimentaire américaine. On sait qu'au XIXe siècle, le Coca-Cola contenait de la cocaïne. C'était de là qu'il tirait son nom. Et bon nombre d'autres boissons en contenaient aussi. Wiley s'est d'abord intéressé à cette marque parce qu'elle faisait de la publicité mensongère. Il n'y avait plus de cocaïne dans le Coca-Cola, mais on l'avait remplacée par une dose massive de caféine. Et comme c'était un stimulant non réglementé, ça l'inquiétait. À cette époque, les Américains consomment déjà plus de 35 millions de litres de Coca-Cola par an. La publicité vante les mérites de ce tonique pour le cerveau qui revigore le corps épuisé et accélère l'esprit fatigué. Une pure escroquerie selon Harvey Wiley. Le président de Coca-Cola, Isaac Handler, est bien introduit à Washington. Et Coca est l'une des marques phares de l'Amérique. Harvey Wiley est convaincu que ce produit contient un taux dangereux de caféine, une drogue qui crée selon lui une dépendance. Il est clairement de notre devoir, écrit-il au ministre de l'Agriculture, de protéger la population de notre pays de toutes les façons possibles. Jusqu'à l'arrivée des sodas, la caféine était un produit réservé aux adultes. On en buvait dans le thé et dans le café, et on n'imaginait pas vraiment en donner aux enfants. Le Coca-Cola est le premier produit contenant de la caféine qui cible spécifiquement les enfants. Wiley s'en prenait à un géant, mais il en fallait plus pour lui faire peur. Je crois qu'il espérait faire un exemple. Il voulait que Coca-Cola diminue la proportion de caféine dans sa boisson, mais rien dans la loi ne l'y obligeait. Le seul moyen de forcer la marque à le faire, c'était de l'attaquer en justice. Le 21 octobre 1909, face à la pression de Harvey Wiley, le gouvernement saisit un transport de sirop de Coca-Cola. Le procès s'ouvre 2 ans plus tard, en mars 1911. Les États-Unis contre Coca-Cola. L'affaire fait les gros titres des journaux. C'était du pain béni pour la presse, un véritable choc des titans. Un combat qui opposait les manias de la boisson sans alcool à un simple fonctionnaire. C'est justement cette audace, le caractère spectaculaire du procès, qui a captivé les foules. Et le procès s'ouvre bel et bien sur des témoignages spectaculaires. Le gouvernement fait venir à la barre des scientifiques qui décrivent les effets pernicieux de la caféine sur l'organisme. On cite aussi comme témoins des personnes dépendantes au Coca-Cola. L'un des patients raconte ainsi « La suétude était de plus en plus forte au point que j'en prenais jusqu'à 12 par jour ». Coca-Cola contre-attaque avec sa propre étude, effectuée par un psychologue de l'université Columbia. Il éblouit le jury avec des diagrammes et des graphiques démontrant que loin d'être dangereuse, la caféine du coca augmente les performances cognitives. John Candler, frère et associé d'Isaac Handler, vient témoigner à la barre et affirme qu'il boit jusqu'à 6 verres de Coca-Cola par jour et qu'il est en parfaite santé. Certains journalistes commencent à se demander si Harvey Wiley n'a pas été trop loin dans sa croisade contre l'industrie agroalimentaire.
D'autres continuent à le soutenir en arguant qu'il a été piégé. On n'est plus dans un schéma local de production. Désormais, on peut élever les bovins dans le Middle West, transformer la viande à Chicago et la transporter en train jusqu'à New York, le tout pour un coût modique. Les grands abattoirs ont inventé la production à la chaîne. Quand Henry Ford a mis en place la chaîne de montage de la Ford T, il s'est inspiré des abattoirs de Chicago. Là-bas, la recherche de l'efficacité maximale était déjà appliquée à la production alimentaire. Pour assurer la distribution dans l'ensemble du pays, l'industrie agroalimentaire se heurte à un problème. Comment conserver les produits frais jusqu'à leur mise sur le marché, tout en réduisant les coûts au maximum? Dans la pratique, la réfrigération n'existait pas. On n'avait pas trouvé de solution fiable pour la conservation des produits à long terme. Il y avait bien la boîte de conserve, mais elle n'était pas adaptée à tous les types de produits. Alors que faire? La solution va venir de l'industrie chimique, alors en pleine croissance. En 1901, des sociétés comme Dow et Monsanto ont déjà introduit toute une série de produits chimiques dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire. On a découvert des conservateurs comme le formaldéhyde qu'on sait désormais synthétiser. Et il y a le sulfate de cuivre, un sel métallique qu'on utilise pour donner une belle couleur verte aux légumes en conserve. Le sulfate de cuivre a été utilisé pendant très longtemps, notamment pour les petits pois et les cornichons. Quand on voulait donner à un produit l'apparence de la fraîcheur, on y ajoutait du sulfate de cuivre. Au cours du 19e siècle, un nombre croissant d'Américains avaient quitté leurs fermes. Ils vivaient désormais en ville et ils avaient perdu ce lien intime avec leur nourriture. Harvey Washington Wiley est né en octobre 1844. Il fait alors partie de ceux qui savent encore d'où provient leur nourriture. Il travaille dès son plus jeune âge dans la ferme familiale. À 6 ans, il mène les vaches à l'étable pour la traite quotidienne. Et à 10 ans, il sait conduire la charrue. Il aimait rappeler qu'il avait grandi dans une petite ferme familiale, une sorte d'image d'Épinal américaine, où tout ce qu'on mangeait était frais et produit de manière naturelle. Dans sa famille, on barattait le beurre, on faisait la traite des vaches. Sa vision de ce que doit être la nourriture, de ce qu'on appelle un bon produit, était profondément imprégnée de cet univers agraire d'antan. Et je crois que c'est pour cette raison qu'il avait une opinion si tranchée. Pour lui, il y a les vrais et les faux aliments, rien entre les deux. Harvey Wiley est bien décidé à mettre son savoir au service de l'humanité. Il obtient son doctorat de médecine au Medical College de l'Indiana en 1871 et ne fait pas mystère de sa vocation. La science est pour lui un bienfait, capable d'allonger la durée de l'existence pour une vie pleine de santé, de bonheur et d'espoir. Il décroche ensuite une licence de chimie à Harvard et devient en 1874 le premier professeur de chimie de l'université Purdue. En parallèle des cours qu'il dispense, il commence à mener des expériences au sein du laboratoire de l'université. En 1908, Theodore Roosevelt décide de modérer les élans du chimiste. Il met sur pied une commission d'évaluation interne chargée d'analyser le travail du service de chimie. La plupart des membres nommés sont proches de l'industrie et le président place à sa tête un chimiste, Ira Remsen, qui n'est autre que le co-découvreur de la saccharine qu'Harvey Wiley cherche à interdire. La commission Remsen va jusqu'à remettre en cause les travaux de Harvey Wiley et la valeur scientifique de ses conclusions. Il crée une sorte de conseil consultatif fantôme pour critiquer les mesures prônées par Wiley. Ils refont certaines des études de la brigade, et tout cela avec l'appui de Roosevelt. La commission Remsen critique le protocole des expériences. Pour elle, il fallait un groupe témoin et un groupe infecté pour comparer. Et Wiley ne l'avait pas vraiment fait. Mais Roosevelt, Wilson et les industriels ont sous-estimé l'intérêt de la population pour la sécurité alimentaire, ainsi que la popularité du chimiste. La commission Remsen est critiquée dans les journaux. On lui reproche d'être l'instrument de l'industrie.
De son côté, Harvey Wiley est encensé dans les éditoriaux qui soutiennent sa demande de moyens pour faire appliquer la loi. Une fois de plus, il a déjoué ses adversaires et refusé d'être réduit au silence. En 1909, Wiley est de plus en plus isolé au sein du ministère de l'Agriculture. Mais enhardi par le soutien populaire, il continue de sévir contre les industriels qui violent la loi. Malgré les restrictions budgétaires imposées par Peter Wilson, il poursuit l'analyse d'une quantité de produits, et notamment les boissons gazeuses prétendument médicinales, qui jouissent déjà d'une immense popularité. Au cours de ces analyses, il identifie un nombre incroyable d'additifs, tels que la cocaïne, l'acide benzoïque et la saccharine. Mais ce qui le préoccupe le plus, c'est la quantité de caféine que contiennent la plupart de ces boissons. Les taux sont si dangereux qu'il en fait retirer plusieurs du commerce. Il s'intéresse de près à la plus connue de ces marques et l'un des géants de l'industrie alimentaire américaine. On sait qu'au XIXe siècle, le Coca-Cola contenait de la cocaïne. C'était de là qu'il tirait son nom. Et bon nombre d'autres boissons en contenaient aussi. Wiley s'est d'abord intéressé à cette marque parce qu'elle faisait de la publicité mensongère. Il n'y avait plus de cocaïne dans le Coca-Cola, mais on l'avait remplacée par une dose massive de caféine. Et comme c'était un stimulant non réglementé, ça l'inquiétait. À cette époque, les Américains consomment déjà plus de 35 millions de litres de Coca-Cola par an. La publicité vante les mérites de ce tonique pour le cerveau qui revigore le corps épuisé et accélère l'esprit fatigué. Une pure escroquerie selon Harvey Wiley. Le président de Coca-Cola, Asa Candler, est bien introduit à Washington. Et Coca est l'une des marques phares de l'Amérique. Harvey Wiley est convaincu que ce produit contient un taux dangereux de caféine, une drogue qui crée selon lui une dépendance. Il est clairement de notre devoir, écrit-il au ministre de l'Agriculture, de protéger la population de notre pays de toutes les façons possibles. Jusqu'à l'arrivée des sodas, la caféine était un produit réservé aux adultes. On en buvait dans le thé et dans le café, et on n'imaginait pas vraiment en donner aux enfants. Le Coca-Cola est le premier produit contenant de la caféine qui cible spécifiquement les enfants. Wiley s'en prenait à un géant, mais il en fallait plus pour lui faire peur. Je crois qu'il espérait faire un exemple. Il voulait que Coca-Cola diminue la proportion de caféine dans sa boisson, mais rien dans la loi ne l'y obligeait. Le seul moyen de forcer la marque à le faire, c'était de l'attaquer en justice. Le 21 octobre 1909, face à la pression de Harvey Wiley, le gouvernement saisit un transport de sirop de Coca-Cola. Le procès s'ouvre 2 ans plus tard, en mars 1911. Les États-Unis contre Coca-Cola. L'affaire fait les gros titres des journaux. C'était du pain béni pour la presse, un véritable choc des titans. Un combat qui opposait les manias de la boisson sans alcool à un simple fonctionnaire. C'est justement cette audace, le caractère spectaculaire du procès, qui a captivé les foules. Et le procès s'ouvre bel et bien sur des témoignages spectaculaires. Le gouvernement fait venir à la barre des scientifiques qui décrivent les effets pernicieux de la caféine sur l'organisme. On cite aussi comme témoins des personnes dépendantes au Coca-Cola. L'un des patients raconte ainsi « La suétude était de plus en plus forte au point que j'en prenais jusqu'à 12 par jour ». Coca-Cola contre-attaque avec sa propre étude, effectuée par un psychologue de l'université Columbia. Il éblouit le jury avec des diagrammes et des graphiques démontrant que loin d'être dangereuse, la caféine du coca augmente les performances cognitives. John Candler, frère et associé d'Asa Candler, vient témoigner à la barre et affirme qu'il boit jusqu'à 6 verres de Coca-Cola par jour et qu'il est en parfaite santé.
Certains journalistes commencent à se demander si Harvey Wiley n'a pas été trop loin dans sa croisade contre l'industrie agroalimentaire. En 1862, Abraham Lincoln a créé le ministère de l'Agriculture des États-Unis. L'Amérique est alors une nation largement agricole, et la mission principale de ce nouveau ministère est de soutenir les agriculteurs. En 1883, Harvey Wiley accepte le poste de responsable du service de chimie du ministère. Il dispose d'un minuscule bureau et d'un laboratoire en sous-sol. Jusqu'alors, ce service n'a mené que des enquêtes mineures sur des cas de contrefaçon alimentaire. Wiley arrive avec un programme ambitieux. Lancer une étude à grande échelle pour faire un état des lieux de l'alimentation américaine. Il obtient des fonds et des moyens pour mettre son plan à exécution et s'y attelle immédiatement. Sa première cible est l'industrie laitière. Le lait est l'un des aliments de base de la nation, et Harvey Wiley va découvrir qu'il est aussi l'un des plus frelatés. Les États-Unis ont un intérêt très particulier pour le lait. Son omniprésence dans la culture américaine s'explique en partie par le fait qu'il a longtemps été le socle de notre économie agricole. Chaque ferme ou presque avait sa laiterie. Le lait frais était ce qu'on donnait aux enfants. Dans notre imaginaire, c'est un produit pur et sain. Le lait a été de plus en plus frelaté, parce que les usines se concentraient autour des grands centres urbains. Dans ces zones, on avait une forte population ouvrière relativement pauvre, qui n'avait pas les moyens d'acheter le merveilleux lait frais de la ferme. Alors l'industrie laitière a inventé des astuces pour fabriquer du lait bon marché. En 1885, au moment où Harvey Wiley commence son étude, les industriels laitiers ont déjà pris l'habitude d'altérer leurs produits pour gonfler leurs marges. La recette la plus commune est de le couper. Un demi-litre d'eau chaude pour un litre de lait. Ensuite, pour éviter que ce mélange ne prenne une teinte bleuâtre, on ajoute des agents de blanchiment tels que le gypse ou la craie. Pour le consommateur qui aime voir une couche de crème en surface, on met parfois une substance jaune. Par exemple, une cuillerée de cervelle de veau réduite en purée. Les dangers de ces laits sont déjà bien connus, en particulier dans les villes. À New York, c'était assez singulier. La ville comptait un grand nombre de brasseries et on installait les laiteries juste à côté. On prenait les vaches, on les enchaînait là à vie et on les nourrissait des résidus de céréales issus de la bière, la drèche. Elle arrivait directement dans le auge de la brasserie voisine. C'était une alimentation très pauvre et il n'y avait aucune hygiène dans ces installations. Les vaches finissaient par mourir sur place et on les trayait jusqu'à la fin. Ces vaches étaient tellement mal en point que leurs dents pourrissaient. Très vite, elles n'avaient même plus la force de manger. Pour qu'une vache donne du lait, il lui faut une alimentation suffisamment nutritive. Ces laiteries, qui fonctionnaient avec la drèche, produisaient du lait plus pauvre en nutriments. Les problèmes que posent ces produits laitiers ne se limitent pas à leur piètre qualité nutritive. Des millions de travailleurs s'entassent dans des immeubles insalubres. Le manque de système d'évacuation des eaux usées fait des villes des bouillons de culture au sens propre. Elles grouillent de bactéries et de virus, notamment transmis par le lait frelaté. Le lait vendu dans les rues est souvent saturé de bactéries mortelles. Les épidémies de scarlatine, de tuberculose et de choléra sont monnaie courante. Les tests que le gouvernement effectue sur le lait révèlent des problèmes récurrents dans tout le pays. Les chercheurs trouvent même des vers dans le fond de certaines bouteilles. Pour camoufler le frelatage, les industriels ont recours à un produit mortel, le formaldéhyde. Pendant la guerre de sécession, on s'est aperçu que le formaldéhyde était un excellent conservateur. C'était le produit le plus utilisé pour embaumer les corps à l'époque. Les producteurs laitiers ont donc tenté d'ajouter du formaldéhyde dans le lait.
Et ils ont trouvé ça merveilleux. Apparemment, ce composant a un goût légèrement sucré et il adoucit le lait qui a tourné. On a donc vendu ce lait au formaldéhyde et on a vu fleurir partout dans les journaux des scandales du lait embaumé. Ce lait tuait des gens, principalement des enfants, et les producteurs de lait n'étaient jamais poursuivis. Des milliers d'enfants mouraient chaque année. Mais bien sûr, comme il n'y avait aucune réglementation, il n'y avait pas d'infraction. Et quand il existait des lois locales, il suffisait aux industriels d'acheter les inspecteurs. L'exemple du lait est particulièrement choquant, parce que la première cible du marché du lait, ce sont les enfants. Et le comportement délictueux des entreprises dans ce domaine a vraiment ulcéré Wiley. Harvey Wiley ne s'arrête pas au lait et découvre l'existence d'une escroquerie généralisée sur les produits laitiers. La plupart du temps, le beurre que les chimistes trouvent sur le marché ne contient pratiquement pas de lait. C'est un produit bien moins coûteux, connu sous le nom d'oléomargarine et fabriqué avec les déchets de l'industrie de la viande. Les fabricants d'oléomargarine faisaient passer leurs produits pour du beurre. Certains l'appelaient butterine, mais la plupart mettaient l'étiquette beurre et le vendaient comme tel. C'était moins cher, mais sur l'emballage, rien n'indiquait que ce n'était pas du beurre. Les chimistes ont démasqué ce procédé tout à fait malhonnête. Harvey Wiley publie les résultats de son étude. Dans ce rapport, il appelle à la mise en place de réglementations pour toute l'industrie laitière. Le Congrès organise des auditions, mais se concentre uniquement sur la margarine. Les industriels de la viande réagissent immédiatement. Ils affirment que le projet de loi est une campagne née de la panique d'un fermier et accusent le Congrès de vouloir enrayer la marche du progrès dans l'industrie alimentaire. Après des semaines d'auditions, l'Oléomargarine Act est voté en 1886. C'est une loi timide qui se contente d'imposer une petite taxe sur la margarine. Rien n'est fait pour prévenir les dangereuses dérives de l'industrie laitière. Harvey Wiley espérait une condamnation claire de ces pratiques. Cette loi démontre la mainmise du secteur agroalimentaire sur le Congrès. Alors le chimiste redouble d'efforts. Il étend ses recherches à toutes sortes de produits, de la levure chimique aux épices, en passant par le café et les légumes en boîte. Les résultats sont effrayants. Le café, par exemple, est souvent composé en majorité de chicorée, de sciure de bois et de cendres. Le poivre contient des agents de remplissage comme du charbon et des coques de noix de coco. Les haricots en boîte sont gorgés de sulfate de cuivre. Harvey Wiley publie ses rapports dans le bulletin numéro 13 du ministère de l'Agriculture et plusieurs revues scientifiques et périodiques fédéraux vont s'en faire le relais. Il a déjà de puissants ennemis dans l'industrie alimentaire. Cette fois, il s'attire des inimitiés dans ses propres rangs. Il n'avait pas le soutien du ministre dont il dépendait, Julius Morton. C'était décourageant pour Wiley. On réduisait son budget et on allait jusqu'à retarder, voire refuser de simples demandes de matériel. Il était clair que sa hiérarchie ne reconnaissait pas la valeur de ses travaux. Son chef sapait ses efforts et prenait plaisir à le rabaisser. Je pense que Wiley en est arrivé à douter de l'intérêt et de la portée de ses travaux. Contre toute attente, un événement historique va relancer sa carrière et l'idée d'une nécessaire réglementation dans le domaine alimentaire. En 1898, la guerre hispano-américaine éclate. Les États-Unis envoient des troupes à Cuba. Pour l'industrie de la viande, ce conflit sera l'épreuve de vérité. Les géants du secteur, comme Armour et Swift, ont décroché des contrats très lucratifs avec le gouvernement pour l'alimentation des troupes. Ils doivent notamment leur livrer de la viande de bœuf en conserve. Très vite, les journaux se font l'écho de morceaux de bœuf avariés et de boîtes de conserve au relent de produits chimiques toxiques.
En arrivant au front, un médecin de l'armée a ouvert une boîte et a comparé l'odeur à un corps humain en putréfaction conservé dans du formaldéhyde. L'armée tente en vain d'étouffer l'affaire. La rumeur de rations de bœuf viciées indigne la population. On parle bientôt du scandale du bœuf embaumé. On n'a pas le droit d'empoisonner la jeunesse, le fleuron de l'Amérique. Ces jeunes gens sont employés par le gouvernement des États-Unis. C'est donc l'État qui est victime de l'escroquerie des industriels. Il est facile de mobiliser la colère du peuple. Au lendemain de la guerre, le Congrès organise des auditions sur la viande avariée. Le témoin vedette est le gouverneur de New York, Theodore Roosevelt. Il était à Cuba comme engagé volontaire et a vu de ses yeux la qualité déplorable des rations de l'armée. Il a vu un de ses hommes jeter sa ration, une boîte de viande. Il lui a demandé pourquoi il ne la mangeait pas. Le soldat a répondu que c'était trop répugnant. Alors, Roosevelt a voulu la goûter. Et c'était effectivement immangeable. Il a regardé la boîte. Elle était remplie d'une substance verte et gluante. C'était vraiment dégoûtant. Pour finir, il a déclaré qu'il aurait préféré manger son chapeau plutôt que ses rations militaires. Le Congrès charge Harvey Wiley d'enquêter. Avec son équipe de chimistes, il rassemble des conserves provenant des rations militaires, mais aussi de magasins à travers le pays. Chaque boîte contient un mélange aqueux composé de pièces de viande de la pire qualité. Ces morceaux sont enveloppés d'une épaisse couche de graisse et l'analyse de Wiley révèle qu'ils sont pour la plupart en état de décomposition. Mais, à sa grande surprise, la recherche ne révèle aucune trace de l'additif chimique attendu, le formaldéhyde. Il ne trouve que du sel. Il dit cependant que la viande est de piètre qualité. Elle est dure, filandreuse, pleine de graisse, caoutchouteuse, elle est dégoûtante. Est-ce le genre de choses qu'on veut donner aux soldats qui se battent pour le pays? Lors des auditions, Harvey Wiley peut affirmer que les industriels de la viande ont utilisé des morceaux douteux et bon marché pour arrondir leurs marges. Le bœuf déjà avarié, puis soumis à la chaleur du climat cubain, a provoqué d'innombrables infections bactériennes dans l'armée. Cette découverte ne fait que le renforcer dans sa conviction. L'industrie agroalimentaire doit être mise devant ses responsabilités. Car il y a plus scandaleux encore. Les conserves de viande qui ont empoisonné les soldats à Cuba sont quasiment identiques à celles que le consommateur américain trouve au quotidien dans les épiceries. En 1900, Harvey Wiley est devenu le grand spécialiste de la chimie alimentaire. Il est désormais capable d'identifier de très nombreux additifs. Les ménages américains commencent tout juste à prendre conscience de ce qu'ils ingurgitent malgré eux. Des conservateurs tels que le formaldéhyde dans la viande de porc, de l'acide salicylique dans les conserves de fruits, du borax dans le jambon de pays, du sulfate de cuivre et de l'aluminium dans une pléiade de produits consommés dans tout le pays. Harvey Wiley a désormais 56 ans et voilà plus d'une décennie qu'il réclame une réglementation pour le secteur agroalimentaire. Mais le Congrès ne fait rien et le chimiste commence à perdre patience. Les salons des comités du Congrès sont remplis de mandataires des industriels, écrit-il. C'est un redoutable groupe de pression commandité par des hommes prêts à tout pour neutraliser tout effort de réglementation. Wiley comprend qu'il lui faut l'aide de la population. Pour cela, il doit démontrer scientifiquement que l'absence de réglementation présente un risque sanitaire majeur. Selon lui, le seul moyen d'y parvenir est de tester ces produits chimiques sur des cobayes humains et de décrire leurs effets. Wiley était chimiste. Pour lui, la chimie était la solution à tout. Il avait besoin de données physiologiques pour montrer la toxicité des additifs. Et en tant que médecin,
Il recherchait ces effets sur la santé des personnes, sur leur corps, leur organisme. Son plan est simple. Recruter un groupe de volontaires et leur administrer 3 repas complets par jour qu'il empoisonnera avec les conservateurs couramment utilisés par l'industrie agroalimentaire. Ensuite, il observera leurs effets. Harvey Wiley se présente devant le Congrès pour demander le financement de cette expérience qu'il a nommée la table hygiénique. J'aime ce nom. C'est tellement victorien. Et je ne crois pas que les membres du Congrès aient compris de quoi il retournait. Des expériences sur des repas hygiéniques, ça paraissait très innocent. En 1902, à la grande surprise de Wiley, le Congrès accède à sa demande et lui accorde 5 000 $ pour lancer l'expérience. Le chimiste n'a plus qu'à trouver des cobayes. C'était un coup de poker de faire appel à des volontaires. Ils ne savaient pas s'ils allaient en trouver. Wiley devait avoir une idée générale de la façon de procéder, mais il restait une foule de détails à régler. Pour trouver des volontaires, Wiley passe des annonces dans les bulletins gouvernementaux. Il cherche des hommes jeunes et solides, dotés d'un certain appétit pour l'aventure et d'un bon estomac. En échange de leur participation, il leur promet 3 repas quotidiens gratuits et 5 $ par mois. À sa grande joie, les candidatures affluent. Une foule de jeunes fonctionnaires enthousiastes répond à son appel. Il a reçu des lettres de partout. L'une d'elles disait « J'ai un estomac à toute épreuve, alors allez-y ». Il n'a pas eu trop de mal à trouver des recrues. À sa grande surprise, certains étaient prêts à faire le voyage pour participer à l'expérience. Quand on est un jeune célibataire avec un traitement de fonctionnaire, c'est assez séduisant de ne pas avoir à payer sa nourriture. Ce qui les attire, c'est de faire des économies et de gagner 5 $ supplémentaires par mois, ce qui est loin d'être négligeable à l'époque. De plus, ce sont des gens jeunes, qui ont entre 20 et 30 ans. Alors l'idée de faire des choses idiotes parce que c'est important et plutôt chouette, ça leur plaît bien. Harvey Wiley choisit 12 volontaires. En échange des repas gratuits et des 5 $, les jeunes gens s'engagent à ne manger que ce qu'on leur servira et à se soumettre régulièrement à une batterie d'examens. Ils promettent par ailleurs de ne pas tenir le gouvernement pour responsable en cas de maladie ou de décès. Le dispositif de l'expérience est simple. Harvey Wiley installe un restaurant expérimental dans son laboratoire en sous-sol, avec une cuisine, une salle à manger et un cuisinier en titre, le chef Perry. L'idée est d'introduire un additif chimique en quantité variable dans chaque repas et d'étudier ses effets physiologiques sur les volontaires pendant plusieurs semaines. Mais il reste un problème à régler. La première contrainte est de se procurer des aliments qui ne soient pas altérés. Pour les conserves de haricots, par exemple, il demande aux fabricants comment ils procèdent pour la mise en boîte et surveille la chose de près pour être sûr qu'il n'y a pas d'additifs et que chacun aura exactement les mêmes haricots. Il s'adresse de même aux fabricants de fromage et de beurre. Il doit être sûr que les ingrédients sont absolument préservés au départ pour ne tester que les effets des additifs choisis. La cantine de Wiley ouvre officiellement en novembre 1902. Avec le rien d'humour noir qui le caractérise, il place à l'entrée un écriteau sur lequel on peut lire « Seuls les braves peuvent se restaurer ici ».